Et Azad, t'as vu, la saison NBA, elle a repris depuis une semaine et on n'en a toujours pas parlé sur la chaîne quasiment. On a fait une vidéo. Bon, on a fait une vidéo qui a fait 10 000 vues. Donc déjà, bienvenue aux nouveaux auditeurs finalement qui débarquent sur la chaîne. Ici, c'est le Dreamcast Show. Baptiste, à ma droite ou à ma gauche, je sais pas vraiment. Et du coup, moi, c'est Azad. Et en fait, on a demandé un petit peu aux auditeurs qu'est-ce qu'ils avaient pensé du début de saison. Et on a eu plein de retours. On a eu déjà des gens qui sont tombés en amour pour Cedric Howard, des gens qui sont tombés en amour pour les Spurs avec Dylan Harper. On a eu aussi les fans du Heat qui retrouvent un peu de plaisir à regarder leur équipe de basket avec Rémi Raquel Jr. et Norman Powell. On a les fans de KC qui nous ont parlé de AJ Mitchell. Les fans de l'équipe de France qui nous ont parlé d'Alexa et de Riz Haché. On a eu des petits joueurs petits kiffs avec Keyshawn George et Javon Small, un petit peu des joueurs hipsters et des futurs joueurs préférés du Dreamcast Show peut-être. On a eu le retour de la Melo, on a les fans des Celtics en pleurs qui nous parlent seulement d'Hugo Gonzalez et même les fans des Pacers qui nous parlent de Jarras Walker. Mais du coup toi, Baptiste, sur ces 7 ou 6 premiers jours de saison, ça a été quoi un petit peu tes petits kiffs? Eh ben écoute, je te propose le plus simple, c'est que je t'en montre 3, tu m'en montres 3 et on partage ça avec tout le monde. Allez, mon dieu. Les petits plaisirs du début de saison. Et Azad, j'ai envie de te parler de mon premier petit plaisir, mon premier kiff. Et c'est l'attaque des Denver Nuggets. Alors déjà, qu'est-ce que tu en as pensé de l'attaque des Nuggets sur ce début de saison? Moi, ce que j'avais bien aimé, j'ai vu en particulier le match contre les Warriors, du coup, et ce qui m'a fait kiffer, c'est que l'attaque était presque bonne quand Jokic était sur le banc. Et j'ai bien aimé justement un peu l'orchestration qu'il y avait dans l'attaque, notamment autour de l'attaque de zone avec Jonas Valanciunas. Donc, j'ai trouvé que les principes de mouvement un peu sans ballon autour d'un pivot, on les a vraiment bien retrouvés, même avec Jonas Valanciunas. Et l'autre chose qui m'avait plu, c'est en fait l'apport de Cameron Johnson, qui est finalement un joueur avec plus de polyvalence que Michael Porter Jr. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de mouvements dans cette attaque des Nuggets. Ouais, et ben moi justement, c'est un peu ça, c'est un peu l'utilisation de Cam Johnson que j'ai trouvé assez cool et assez variée et qui a amené en fait à créer énormément de bons tirs de façon assez récurrente. Là par exemple, tu vois, sur la première action du match, t'as genre un stagger pour Jamal Murray et lui il fait partie des 2 poseurs d'écran. Et en fait, Ouais. ce qui se passe c'est assez intéressant, mais du coup les Suns vont favoriser le cut de Aaron Gordon et du coup Cam Johnson il va se retrouver seul et c'est un tir trouvé assez facilement en popant à 3 points comme ça, et je trouve l'utilisation elle est assez variée et attends, j'ai mis 2 fois le même clip là. Oui. C'est 2 fois le même clic, mais c'est 2 fois plus de plaisir. Franchement, il n'y a pas de souci. Et j'ai trouvé l'utilisation assez variée, mais ce que j'ai surtout trouvé ultra intéressant avec Cam Johnson, c'est que ils ont l'habitude de run un peu ces PIA action, c'est-à-dire où le joueur va poser un écran descendant à Aaron Gordon vers un cut, et après il va aller récupérer le main à main avec Jokic, et ça ils le font beaucoup avec Jamal Murray, mais je trouve qu'avec Cam Johnson, en fait tu peux aussi le faire, parce que là il récupère le ballon du coup avec un décalage, il peut driver, et ce que Michael Porter Jr. ne pouvait pas du tout faire. Et normalement, si j'ai bien fait mon travail, là, c'est exactement la même action juste après, ou quasiment avec une zoom pour Cam Johnson. Et lui, il a le passing pour servir Tim Hardaway Jr., qui je trouve est aussi intéressant par sa valeur de spacing. Donc j'ai trouvé vraiment ce côté où Cam Johnson, il peut avoir le drive et aussi le passing, comme ici où on va avoir extra pass jusqu'à Aaron Gordon, qui est super intéressant parce que sur de la early offense, j'ai trouvé qu'ils ont pas mal fait ça, mais des pick and roll inversés pour Jokic, qui était un peu le système, on va dire, gadget sorti par Mike Malone en playoff. Là, ils l'ont vraiment fait plusieurs fois, et de suite, ça attire l'aide, et c'est un excellent connecteur, Cam Johnson, et ça a permis de créer des bons tirs. Donc, c'est un petit détail, mais je trouve qu'en fait, Cam Johnson, il t'apporte vachement plus de choses que Michael Porter Jr. Là, on le voit que le défenseur passe sous l'écran, donc lui il se relocalise très très bien, il flaire un peu l'écran, hop, ici hard close out parce que c'est un bon shooter, et lui il peut attaquer le drive, il peut attaquer en drive et servir Aaron Gordon, et ça c'est quand même pas mal, et tu pouvais pas le faire avec Michael Porter Jr.
Tiens, mais c'est marrant quand même. Imagine, on en aurait parlé dans une vidéo cet été, du passing de Cam Johnson comparé à celui de Porter Jr. justement pour ce type d'action. Ouais, C'est quand même pas mal du tout. Bah là, la dernière action sur drive, où il arrive justement après le flare screen, bah exactement celle-là, à attaquer et à ressortir sur Gordon qui cut, ça te donne quand même un... C'est pas genre une énorme différence avec Porter Jr., c'est juste que finalement, ça permet d'avoir entre guillemets un petit peu une couche en plus dans ton attaque. C'est-à-dire que si ton attaque c'est un oignon, bah là tu peux enlever une couche en plus et du coup tu as un peu plus de diversité quoi. ouais. Sans perdre trop au niveau du tir en plus. Donc c'est ça qui est quand même vachement intéressant. Et comme tu le dis, on peut le retrouver avec des actions beaucoup plus similaires à celles qu'on avait avec Jamal Murray, alors que Porter Jr. était un peu moins capable de tout ça. Donc bah ouais, c'est très chouette. Et pour l'instant, il est beaucoup mis avec Jokic et pas du tout avec le banc. Mais en fait, ça permet aussi de créer avec un axe Jokic-Cam Johnson et du coup de décaler Murray qui a aussi un peu moins de responsabilité et se repose un peu plus et peut avoir un peu de la création comme tu l'as un peu détaillé, mais un peu avec la seconde unit où ici Ouais, j'avais bien aimé cette action, c'est un petit Spain pick and roll où dedans on met Tim Hardaway Jr., du coup un bon shooter et un bon poseur d'écran comme Jonas Valanciunas et finalement ouais. bah, de suite hop, ça crée beaucoup d'écart et de séparation pour Jamal Murray. Mais voilà, du coup, je pense que Denver, franchement, m'a pas mal impressionné. Et ils auraient pu être en 2-0 au moment où on Oui. tourne. Juste, bah, Stephen Curry, c'est l'anti-Jokic ultime. Et c'est plus d'un point de vue défensif que ça a coulé. Mais l'attaque m'a vraiment pas mal impressionné. Et puis même face aux Warriors, c'est l'anti-Curry, enfin c'est l'anti-Jokic Curry. C'est un match qui va en prolongation. Il y a beaucoup de shootmaking à la fin pour les Warriors. Et c'était quand même déjà très intéressant de voir justement la synergie entre Murray et Valanciunas en sortie de banc pour attaquer la zone. Et ce qui est marrant, c'est que les minutes de Jokic sont des minutes perdues contre les Warriors. Par contre, les minutes sans Jokic sont des minutes gagnées. Et du coup, ouais, c'était toujours un peu le grand débat et la grande analyse des Nuggets, c'était peuvent-ils gagner les minutes sans Jokic? Bah, sur les deux premiers matchs, il y a un des deux matchs où c'est le cas. Donc voilà, c'est pas mal. C'est pas mal et c'est assez rare pour être noté, mais je pense que ça va être eux la meilleure attaque, hein. Je pense que ma hot take des Knicks meilleure attaque est en grand danger parce que Denver, franchement, la facilité qu'ils ont à trouver des bons cuts et comme dit, en fait, t'as cette carte en plus qui amène un peu d'imprévisibilité. J'ai vraiment bien aimé. Est-ce que je passe à mon deuxième petit bonheur, petit kiff du début de saison? Mais vas-y, je t'en supplie. Eh bien, ce sont les Charlotte Hornets et l'attaque des Hornets qui est vraiment pas mal du tout. J'ai pas vu le match contre Brooklyn. J'ai vu du coup 2 matchs face aux Wizards et face aux Sixers. Et ce que je trouve intéressant, c'est les sets qui sont mis en place, qui sont vraiment très très cool. Il y a pas mal de pick and roll entre guards. Et là-dessus, Colin Sexton fait un bien assez phénoménal. Mais aussi Con Knuckle qui là, tu vois, hop, il attaque le close-out, il fait la passe de connexion et ça crée un tir dans le corner. Mais au-delà de ça, je trouve que tu as pas mal de sets qui sont même un petit peu plus, on va dire, complexes et avancés. Avec par exemple, là, tu as LaMelo Ball qui pose un premier écran pour Brandon Miller qui vient le récupérer chez Kalkbrenner. Et en fait, c'est une feinte, c'est juste pour avoir le match-up qu'on veut. Et derrière, hop, main à main pour LaMelo Ball qui peut attaquer un Joel Embiid qui est pas très convaincant défensivement, mais je trouve que dans l'animation des pick and roll, c'est vraiment très très cool et c'est pas juste des pick and roll avec des ghost screens, même si ça ils le font très bien et depuis un petit moment, c'est aussi dans les systèmes qui sont mis en place un peu plus avancés. Là encore une fois, c'est sur la fin de match, c'est avec Con Knuckle un petit ghost screen et là ça crée un tir ouvert. C'est assez simple, mais tu crées des tirs ouverts comme ça. Et comme dit, tu as aussi pas mal d'autres sets avec pas mal de mouvements et de diversité. Ils utilisent beaucoup leur shooter. Et ça, je l'avais mis. C'était une petite sortie d'écran pour Colin Sexton que je trouvais assez sympa comme système en after timeout. Par exemple, ici, tu vois, ils servent LaMelo Ball vraiment plein centre du terrain, dans l'axe absolu.
sur un espèce de post-up face à Edgecombe. Et on pourrait croire que c'est une sortie d'écran un peu classique pour Con Knuppel. Mais en fait, Knuppel, il n'est pas à 3 points, il est à l'intérieur du terrain. Et tout ça, c'est juste pour que Knuppel se transforme lui-même en poseur d'écran pour Sexton, et avec Diabaté ça forme un stagger et ça fait un peu aussi 2 écrans qui bloquent complètement Tyrese Maxey et tu trouves un tir à 3 points dans le corner, et ça c'est plutôt intelligemment fait quoi, et créatif. Et en fait t'as vraiment ce côté où je trouve que Sexton et Con Knuppel amènent une espèce de sauce complètement différente au plat que veut faire Charles Lee quoi, et parce que c'est juste des meilleurs ingrédients, et ça c'est un peu la séquence qui a fait débat parce qu'ils ont perdu contre les Sixers, mais j'ai trouvé ça intéressant tu vois, d'utiliser la Melo Ball d'abord en poseur d'écran, ensuite t'as Treman qui peut driver jusqu'au panier, et dans le même temps t'as Con Knuppel qui fait un cut et qui va se relocaliser dans le corner, qui attire un peu le défenseur potentiellement dead avec lui. Donc ça va jusqu'au panier, hop, ensuite du coup ça attire l'aide, ça casse la défense, André Drummond qui fait le gogo danseur, et la très bonne passe de Kalkbrenner et la connexion, et là finalement tu vois, t'as un tir dans le corner pour Con Knuppel qui est quand même un excellent shooter, et t'es à rien de gagner contre les Sixers. Donc j'ai trouvé, et après en plus t'as le rebond offensif et t'as la possession avec le fameux tir de la Melo Ball, mais j'ai vraiment été très très impressionné par leur attaque quoi. Oui, après t'as le tir, c'est un tir casse-croûte, mais d'un autre côté, il y a des fois en fin de match, sur une isolation, des choses comme ça, tu peux aussi te permettre de le tenter, donc bon. Mais c'est vrai que, entre guillemets, d'avoir tous ces arrières qui posent des écrans et qui peuvent driver, qui peuvent shooter autour de la Melo Ball, c'est quand même vraiment intéressant, quoi. Donc bon, j'étais encore une fois surpris du prix qu'ils avaient payé pour Colin Sexton, et du coup, bah, ils ont bien fait, hein. Et à côté de ça, en plus, bah, la draft de Con Knuppel était très bonne, et c'est cool de voir qu'ils sont allés chercher beaucoup d'arrières et qu'ils les utilisent finalement. Il y a juste Dinwiddie que du coup ils ont laissé partir pour qu'il aille au Bayern, mais sinon on se retrouve quand même avec ces équipes presque à 3 arrières quoi, et ça peut marcher à la création. De toute façon, t'es pas là pour être ultra compétitif, t'es là pour développer une identité offensive, et il y a des choses très intéressantes. Ouais, et puis il y a encore eu alors attends, là je te remets juste un système que j'ai bien aimé, mais tu vois, t'as Con Knuppel qui vient poser un premier ghost screen, et en fait ça se transforme en double drag pour Kalkbrenner, tu vois, et il combine bien je trouve un rollman et un shooter, et là hop du coup bah, la Melo Ball il attire une grosse pression avec le blitz de Drummond, et là en fait bah du coup ça met Edgecombe dans un dilemme où soit tu laisses un tir ouvert pour un énorme shooter, soit t'as le roll qui est ouvert. Du coup, bon, là, la Melo Ball, encore une fois, la taille, ça aide quand même pas mal pour faire ce genre de passe. Mais Edgecombe est un peu en retard, et là, t'as un panier facile. Tu vois, c'est quand même du très très bon play call. Et ouais, même Con Knuppel, je trouve ça cool. Moi, ce que j'avais peur, c'est que, tu vois, on le mette là et qu'il ait pas forcément de système et de set pour lui. Et en fait, je trouve ça très cool que, bah, dès son arrivée, tu vois, là, face à Washington, t'as un peu encore cette feinte de main à main, et ensuite la Melo Ball utilisée en poseur d'écran pour une zoom action pour Con Knuppel, qui ensuite derrière bah, prend le tir. Et je trouve ça cool qu'il ait déjà des sets pour lui, donc j'ai trouvé ça très très positif quoi. Oui, et en plus c'est bien parce que parfois on dit des sets pour lui, c'est pas que des sets où il a le ballon dans les mains au début, c'est juste de l'impliquer dedans et utiliser son shooting, son connecting dans ces situations-là quoi. Exactement. Et du coup, pour finir ma partie, je te parle de mon troisième, qui là est plutôt surprenant. Alors j'avais envie de parler des Warriors, et je savais pas trop quel angle prendre, mais du coup j'ai décidé de prendre Jonathan Kuminga, que j'ai trouvé vraiment assez intéressant. Cette possession, elle a été un peu marquante, mais même celle-là, tu vois, en fait, dans son utilisation défensive, je trouve qu'il est vraiment bien utilisé. Et les Warriors, c'est une équipe qui crée énormément de pertes de balles sur ce début de saison, et assez classiquement, j'ai envie de dire. Mais tu vois, en fait, ce qui se passe face aux Nuggets, bon, on l'a pas mal documenté régulièrement, mais c'est que du coup, sur le pick and roll, en fin de match, tu switches à leur Ford, mais du coup, tu switches surtout Curry sur Jokic, et de suite, tu as Kuminga en fait, qui va venir le prendre, et ça annule un gros mismatch qui aurait été sans doute un panier facile. Et ce que je trouve pas mal sur ce début de saison, c'est qu'ils n'hésitent pas à le faire switcher sur les pivots. Et là, tu vois, tu as un Spain pick and roll de la part des Lakers. Et ça paraît rien,
Mais en fait, il va juste mettre un petit coup de cul pour ralentir Ayton. Et du coup, bah, Ayton, il a un petit temps de retard. Et là, hop, bah, du coup, c'est Curry qui peut faire l'interception. Et bah, je le trouve très concerné. Et je trouve ça vraiment très très cool de le voir s'y impliquer et d'être plutôt positif dans les rotations off-ball. Là encore, une petite interception qui crée de la transition. Ça, c'est très très cool. Et un autre truc que j'ai bien aimé sur ce début de saison, c'est le duo avec Al Horford qu'on va peut-être voir. Là, c'est encore une bonne rotation où les Warriors, ils font du coup ils next. Donc, tu as Draymond Green qui vient là, Jonathan Kuminga qui vient sur Ayton et Butler qui va venir prendre le joueur de Kuminga. Donc, ça, c'est cool. Mais en fait, sans Kuminga, si Kuminga n'est pas concerné, bah, c'est impossible et tu aurais eu un panier facile. Mais du coup, ils le font pas mal switcher sur des pivots et ça tient plutôt pas mal. Là, il fait quand même un plutôt bon contest sur Ayton. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est le duo avec Al Horford est plutôt très très cool. Parce qu'en fait, bah hop, tout simplement, là, ça se transforme en late switch. Mais tu peux switcher le pick and roll assez facilement avec les deux sans avoir un gros mismatch. Et du coup, c'est un duo point d'attaque intérieur que je trouve très très cool. Et là, encore une fois, la bonnette sur Doncic, en plus en second rideau. Donc, c'est plutôt encourageant. Et je trouve que il apporte un peu plus aussi de flexibilité à cette défense des Warriors, quoi, tout simplement. Ouais, et puis là, tu vois, tu l'as montré qu'il switch sur un pivot. Et il y a aussi dans la prolongation contre Denver, on le retrouve à être en pression très haut sur le terrain pour ralentir l'attaque sur Jamal Murray. Sur la toute dernière possession du quatrième quart-temps entre Denver et les Warriors, tu le retrouves aussi en défense sur Jamal Murray pendant que Draymond Green il est sur Jokic, comme ça annule peu importe le mismatch qu'ils seraient allés chercher. Donc il y a des trucs très bons là-dessus. Alors Ford fait des super matchs aussi côté défensif en plus chez les Warriors. Et j'avais bien aimé aussi chez Kuminga le drive peut-être un peu mieux calculé avec une meilleure recherche de passe aussi. J'ai trouvé son passing qui avait un petit peu progressé dans les lectures et un peu tout ça. Donc voilà, franchement c'est parfait. Moi c'était un petit peu l'espoir que j'avais pour lui parce que je pense que physiquement et dans certaines choses côté terrain de basket, il peut apporter beaucoup. Je pense qu'il faut pas trop en espérer, mais tu as quand même un mec qui peut défendre énormément de situations différentes, qui peut te générer de la transition et qui peut être en plus de ça très bon dans ces situations de transition. Donc c'est une belle utilisation des Warriors et finalement peut-être qu'il fit très bien dans cet effectif avec un plus petit rôle, mais je pense que l'arrivée d'Al Horford lui correspond bien plus que la présence de Kevin Looney. Ouais, et tu vois, tu parlais des drives, mais j'ai trouvé ça cool. Face aux Lakers, bah, en fait, ces drives, ils sont amenés avec ce qu'on voyait beaucoup en fin de saison d'avant, du coup, mais des pick and roll inversés avec Curry en poseur d'écran. Et du coup, lui, il peut attaquer avec beaucoup de vitesse, un plus petit. Il le dégage, il attire l'aide. Et là, pour le coup, la passe, elle est plutôt pas mal du tout pour Al Horford. Mais ouais, je suis d'accord que bah, finalement, avoir un pivot qui shoot et un pivot qui peut switcher, bah, finalement, ça fait plutôt bon ménage du côté des Warriors. Et on aurait pu parler de Will Richard, on aurait pu parler de Jimmy Butler, on aurait pu parler de plein de choses, mais ils sont quand même très très cool, ces Warriors. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Bon alors, moi je vais commencer par un gros kiff chez mes petits kiffs et tout simplement c'est les Pelicans et notamment Zion Williamson et je pense qu'on va commencer par système pour un peu montrer déjà le dunk sur Wembanyama et pourquoi c'est un petit kiff. Alors en fait ce qui est intéressant c'est que déjà on a notre ami Zion et à côté de ça on a deux joueurs dans les corners donc Herb Jones et Trey Murphy, Saddiq Bey et Jordan Poole, donc on n'a pas de pivot. Et ça, c'est le premier truc qui m'a un peu fait kiffer. Alors après, c'est parce que Yves Missi est blessé, mais c'est quand même assez intéressant pour être souligné. Et très vite, on rentre dans une dynamique avec des mouvements off-ball. On a Jordan Poole qui a récupéré un ballon depuis Zion en remontant du coup sur un écran comme ça. Et ensuite, il va enchaîner un end-off avec Trey Murphy. Ensuite, on retourne balle à Zion pour repartir dans un écran. Et là, ce qui est intéressant, c'est le positionnement de Jordan Poole du coup, qui va venir piéger en fait Wembanyama en venant dans son dos et au moment du drive, plus de protection de cercle et voilà, gros dunk. Donc petit kiff, hop, et
On va continuer un petit peu sur l'attaque des Pelicans parce que c'est le 5 out qui m'a plu. Regardez, les mecs sont loin de la raquette. Et c'est ça qu'on a souvent demandé finalement autour de Zion, c'est d'avoir plus d'espace parce que c'est un joueur qui peut profiter de ces espaces justement comme finisseur et comme passeur. Et ça fait beaucoup de bien de le retrouver dans cette situation. Regardez ici encore une fois. On a presque personne derrière la ligne des lancers francs, sauf un joueur dans le corner, mais qui a une passe du ballon, donc il n'empêche pas trop. Et c'est Zion qui a le ballon, et c'est Wembanyama du coup qui est attiré assez loin du cercle. Et qu'est-ce qui est possible dans ce genre de situation? On pourrait avoir des pauses d'écran, off-ball par exemple, ou on peut avoir un beau cut de Jeremiah Fears. J'ai mal prononcé son prénom, vous m'en excuserez. Mais du coup, un petit peu de 5 out, ça fait beaucoup de bien autour de Zion. Nouvel exemple ici, regardez, on commence l'action, personne dans cette partie-là du terrain. On a notre roi, monsieur Derek Queen, sur le terrain, cette fois-ci pour le 5 out. Et directement, on attaque avec un post-up. Et cette fois, Wembanyama se retrouve plutôt proche du cercle. Mais très vite, il est obligé d'intervenir. Et c'est là qu'est intéressant d'avoir un joueur comme Zion qui peut passer le ballon. C'est que une fois qu'il a forcé le 2 contre 1, vous avez un 3 contre 1 off-ball et vous avez ici 3 joueurs en dehors de la ligne à 3 points qui peuvent proposer des solutions. Ici, Jordan Hawkins. Encore une fois, ça peut paraître assez basique, mais ça fait beaucoup de bien de retrouver ça autour de Zion. Et le problème qu'on a eu un petit peu en fin de match, vous voyez, on est dans la fin du 4e quart-temps, c'est que les Spurs se sont dit, en fait, Zion est un trop gros problème et on va envoyer 2 immenses Golgoth. Et ils ont envoyé Luke Cornett et Wembanyama pour le protéger. Et du coup, je sais pas si tu vois la photo de Messi qui est défendu par 15 000 joueurs en même temps sur une action, mais je trouve que cette image-là, elle est assez parlante quand même. Ouais, ou Iniesta contre l'Italie. Mais ouais, t'as vraiment ce côté où ils ont ressorti le mur. Et ce que je trouve cool, c'est les principes de 5 out et beaucoup de mouvements de end-off. Mais je trouve que dans les profils de joueurs, tu vois, un Derek Queen, je sais pas si quand les scouting reports vont avancer de plus en plus sur la saison, il sera vraiment respecté et si tu pourras continuer à jouer ce 5 out ou si c'était pas un peu une surprise du début de saison qui a aussi été un peu limité dès la fin de match face aux Spurs, quoi. Ouais, clairement. Par contre, ce qui est intéressant, tu vois, c'est qu'ils l'utilisent déjà parfois en poseur d'écran, l'ami Derek Queen, ou alors ils vont l'utiliser parfois un peu comme porteur de balle. Mais j'ai trouvé le jeu assez dynamique finalement, avec Zion qui commence l'action plutôt dans le corner et qui vient poser l'écran ensuite pour Jordan Poole. Et on a un cut de ce côté-là, on a du mouvement pour remonter un petit peu, ouvrir la défense sur les côtés à 45, et finalement ça crée des petites brèches pour Zion qui peut en profiter. L'autre truc qui a été assez intéressant avec Zion, je ne sais pas si vous remarquez, là on est en fin d'overtime et il n'y a plus Wembanyama sur le terrain, c'est parce que Zion Williamson et un peu Derek Queen aussi ont réussi à mettre tout simplement Wembanyama dehors en faisant beaucoup de drives et en provoquant beaucoup de fautes. Et parfois, c'est peut-être le seul moyen de sortir Wembanyama, c'est de le forcer à faire des fautes. Et voilà, petit passage d'Eric Queen quand même, parce que voilà, c'est le Dreamcast Show, donc on est une bande de petits kiffeurs, et on voulait parler un petit peu de Derek Queen. Alors là, vous le retrouvez en porteur de balle, et c'est un peu ça que je voulais montrer aussi. Ce qui est intéressant, c'est que comme porteur de balle, il est défendu par Devin Vassell, du coup qui est plutôt un ailier, et il va pouvoir faire profiter justement de son petit drive pour un grand, justement face à un joueur plus petit. Il y a un peu de toucher, il y a un peu de chance sur le flotteur aussi, mais encore une fois, on voit que c'est un joueur qu'on retrouve un peu dans des positions de porteur de balle pour un pivot, et un pivot qui peut porter la balle peut-être en relais de Zion Williamson ou avec Zion Williamson sur le terrain. Je trouve ça plutôt intéressant. Ça voudrait dire aussi qu'on pourrait retrouver finalement Derek Queen dans les mêmes systèmes que Zion Williamson et ce serait peut-être le relais de Zion sur les moments où il n'est pas sur le terrain. Ouais, je sais pas ce que toi t'en penses, mais ça te permet d'avoir, on va dire, 48 minutes de toujours le même fond de jeu. Un peu, tu vois, ce qu'on évoquait sur les Nuggets, où tu peux répliquer les mêmes systèmes, même si c'est pas le même rayonnement de joueurs. Mais ce côté pick and roll inversé, tu vois, avec Trey Murphy, qui là, ça force le switch et après il peut aller au post-up, il y a du toucher, etc. C'est plutôt intéressant, je trouve, comme approche offensive.
Et finalement, moi, la question que je pose pour toi, c'est finalement, est-ce que ça a été lui un peu le deuxième créateur, ou ça a été Fears, ou Poole, ou ça a été finalement très très équilibré? C'est assez équilibré. En fait, le créateur principal reste quand même Zion Williamson. Et je pense que le deuxième plus gros créateur, ça va peut-être être la transition finalement. Et les autres sont plus sur des relais ou sur des joueurs qui vont apporter du spacing. Mais c'est là aussi que je voulais potentiellement finir sur les Pelicans. C'était petit passage défensif aussi. On a retrouvé Derek Queen. Et c'est vrai que je l'ai trouvé plus mobile que les images que j'avais vues du coup en premier lieu. Du coup pendant les périodes de draft justement, donc là on le retrouve ici en tant que joueur de drop et on l'a retrouvé un peu aussi sur du switch, et pour absorber et pour faire la lecture et aussi parfois pour être un petit peu en mouvement, je l'ai trouvé franchement intéressant dans son profil et je demande d'avoir un peu plus de minutes de lui justement en pivot avec ou sans Zion Williamson. Ouais, clairement, je pense que le truc qui est cool avec lui, c'est défensivement, c'est qu'il a des très bonnes mains et il a l'air assez fit. Donc, ouais. Donc comme ça, Zion d'ailleurs. Hein. Ouais, donc finalement, ce que j'ai trouvé, c'est pas mal de switch aussi de la part des Pélicans. Et t'as ce côté où, j'ai envie de te dire, quitte à avoir des liabilities, autant switcher de partout. Et essayer de créer de la transition au maximum, parce que c'est vrai que je pense que Queen a ce côté qui est assez cool d'être un vrai moteur de transition par ses passes, où dès qu'il prend le rebond il peut aussi tout de suite accélérer le tempo aussi, quoi. Exactement. Est-ce que t'es prêt finalement pour le prochain petit kiff? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on est parti? Ça va être dur de faire mieux, mais je suis prêt. Hop, attention, on travaille un peu la transition. Waouh! Oh les beaux maillots. Violet. Les beaux maillots. Oh les beaux maillots. Oh le beau spacing. Regardez-moi tout cet espace où on pourrait garer un Renault Master. Alors, bonjour. Pourquoi le Utah Jazz? Parce que Will Hardy. Et j'ai beaucoup aimé du coup ces petites actions qu'ils ont fait en 5-out. Donc pourquoi du 5-out? Comme je disais au tout début, on retrouve ces 5 joueurs là un petit peu en périphérie. Donc vous voyez, on a vraiment personne dans la raquette. L'idée, c'est de créer le plus d'espace possible. Et vous voyez ce petit joueur là, ce petit Zubac, de l'écarter le plus loin possible du cercle et de la peinture. Et on a retrouvé du coup des actions en pin down. Donc un pin down, c'est un écran qui vient se poser ici pour un joueur qui remonte. Ici, vous en avez deux. Vous en avez un de Kessler, un de Filipowski pour Lauri Markkanen, pendant que le ballon du coup est juste ici, porté par Keyonte George. Et du coup, il prend le premier pin down, notre ami Markkanen, puis il plonge, pendant que finalement c'est Filipowski qui va remonter, chercher le ballon. Donc on a déjà une multitude d'écrans qui se met un petit peu en place pour piéger cette équipe et occuper le plus possible notre ami Zubac. Et ensuite, on retourne l'écran de Kessler et vous voyez ce qui s'est passé. On a créé un énorme côté vide où on a une situation de 1 contre 2 et derrière ce 1 contre 2, qui est le lowman? C'est James Harden et peut-être Bradley Beal. Donc on a bien en fait retourné la situation par rapport aussi à la géométrie du terrain et on se retrouve avec un pick and roll sans protecteur de cercle et une faute qui envoie Kessler au lancer franc. Premier petit kiff, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est ce qui est ouf aussi sur l'action, c'est que en fait tout ce joyeux bordel, mais tout ce mouvement, ça sert aussi à piéger Kawhi. Et je trouve que Kawhi, il a pas fait un énorme match. Genre là, il suranticipe un peu. Et en fait, du coup, sur le pick and roll, il est déjà en retard et ça décale un peu toutes les rotations. Mais pas mal du tout pour commencer une saison, franchement. Je suis content que tu me parles de Kawhi qui suranticipe parce que regardez-moi ce petit filou là-bas. Il essaye de bloquer le Markkanen, tout simplement. Il essaye de bloquer son mouvement pour venir vers le ballon. Parce que vous voyez, on retrouve l'écran en pin down ici. Le but, ce serait justement que Markkanen vienne ici. Mais comme vous voyez ici, Kawhi le bloque. Et qu'est-ce qu'il va faire Markkanen? Tout simplement, il le bloque. Et le joueur à l'opposé, qui est du coup le protecteur de cercle, est Bradley Beal, donc pas grand-chose. Et il coupe au cercle. Et il finit. Et voilà. Et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup attaqué Kawhi et sur Kawhi qui triche. Regardez, nouveau pin down ici, encore une fois, donc dans une situation de 5-out avec tous les joueurs en dehors de la ligne à 3 points. Kawhi directement impliqué et qui cette fois
essaye en passant derrière de venir intercepter le ballon. Il n'y arrive pas. Encore une fois, ça crée une situation de 2 contre 1 sur un pick and roll proche du cercle. Le low man qui pourrait venir aider, sinon ce serait Bradley Beal. Donc ça va pas beaucoup nous aider. Et nouveau tir au cercle. C'est quand même pas mal. C'est pas mal du tout, mais est-ce que la défense, toi, ça... En fait, ce que je me dis, c'est que l'intérêt même de Derrick Jones, c'est la défense du point d'attaque et du ballon. Et finalement, bah oui, c'est James Harden ou Bradley Beal, mais en fait, j'ai l'impression que t'as pas trop le choix parce que si tu mets Derrick Jones sur le porteur, après, t'as forcément soit Bradley Beal, soit Kawhi, soit James Harden en low man. Donc, c'est bien joué de la part de Will Hardy, mais c'est peut-être aussi un truc un peu, une petite déception du côté, ou une faiblesse du côté des Clippers, quoi. Ouais, clairement. Bah, après, je pense que là où ils se font avoir un petit peu, et ce qui est intéressant dans cette situation-là, c'est que ton porteur de balle, c'est pas la menace directe tellement tu as du mouvement sans ballon. Et en fait, je trouve que c'est aussi un bon moyen caché d'attaquer des mauvais défenseurs off-ball ou des joueurs qui aiment un peu tricher comme Kawhi, c'est de dire, bah en fait, mon porteur de balle ici, il va juste me servir de quarterback. Donc finalement, s'il n'y a pas trop de pression sur le porteur de balle de la part de Derrick Jones, bah je peux un peu dérouler mon système de jeu sans être trop embêté par le meilleur défenseur, parce qu'en fait, avec ces situations-là, ce qu'ils font des meilleurs défenseurs comme Derrick Jones Jr. ou comme Zubac, c'est qu'ils les annihilent en attaquant finalement un petit peu plus les cibles grâce à du mouvement. Ouais, clairement. Clairement, en fait, c'est un peu ce qui est cool avec le Jazz, c'est que vu que tout le monde peut porter la balle, bah, ils peuvent avoir un peu le quarterback qu'ils veulent sans avoir, à part peut-être Mark Cannon, une grosse perte de qualité, quoi. Exactement. Ensuite, on va retrouver 2 autres actions en pin down, mais cette fois avec Keyonte George qui va être impliqué. Donc c'est plutôt cool aussi de voir un petit peu des situations différentes, parce que finalement c'est ça qui est beau aussi dans le 5-out du Jazz, c'est que tous les joueurs peuvent être un peu n'importe où. Donc on le retrouve en porteur de balle et il va directement rentrer donc dans un end-off ici sur un côté vide du terrain. Donc on retrouve la situation de pin down avec un écran et le joueur qui remonte. Encore une fois, on voit à peu près le même principe de jeu, c'est juste avec des petites variations différentes. On arrive donc ici dans cette situation avec le ballon, et ce qu'on peut voir en tête de raquette, c'est un autre écran justement de Kessler pour Mark Cannon qui va l'inviter justement à pouvoir couper au cercle. Sauf que Zubac, il est un peu emmerdé, là dans sa tête ça tourne à 1000 à l'heure, parce qu'il faut qu'il vienne aider sur cette situation potentiellement d'écran sur un côté vide, et il y a aussi un écran en tête de raquette mais sans ballon. Alors son intérêt va plus se porter finalement sur la balle. Vous voyez que ses yeux sont clairement captivés par l'action qui se passe autour du ballon ici, et dans son dos il va pas voir l'arrivée de Mark Cannon, contrairement à Filipowski qui a tout vu, et ça fait un panier au cercle. Elle est belle celle-là. Ça me tue. C'est pas mal, hein. Elle est belle la passe, hein. Franchement. La passe pour un joueur de 7 pieds qui shoot, elle est quand même pas mal, hein. Ouais, clairement. Et donc voilà. Après, la défense a des défauts, hein, c'est sûr, mais on parle quand même d'une des meilleures défenses de l'année dernière, qui avait des défauts et ils les ont clairement exploités. Nouvelle action du coup avec Keyonte George en porteur de balle. Cette fois-ci, encore une fois, end-off sur un côté vide, on retrouve l'action de pin down, un joueur qui monte, un joueur qui pose un écran en descendant. Et cette fois, on réenchaîne très vite avec une nouvelle passe. Et cette fois, nouveau pin down, mais c'est Keyonte George qui va venir remonter sur le côté vide, nouveau end-off. Et voilà, vous avez encore une fois un énorme espace créé sur le côté. À force de vider finalement ce côté-là, on a créé assez d'espace. Et on a un défenseur qui est en retard pour la rotation au cercle. Kessler peut s'approcher, profiter de sa taille, et ça fait des chocs à pic. J'ai beaucoup aimé et je voulais en rajouter une petite dernière. Cette fois, c'est pas un pin down, donc je vais la faire assez vite parce que le but c'était de montrer les pin downs. Mais petite remise en jeu où en fait on a Clayton Jr. qui va venir faire un Iverson cut après avoir remis le ballon en jeu. Donc on a un premier mouvement ici. Ensuite, on a un pick and roll qui se fait avec Mark Cannon qui lui profite ensuite d'un flare screen de notre ami Nurkic. Et ça libère totalement le cercle. On a donc un kick-out qui est possible pour le corner. Et c'est là où ils sont très forts le Jazz, c'est que dès qu'il y a un tir, vous avez 4 Golgoth qui arrivent pour prendre le rebond offensif et générer une possession supplémentaire.
Donc ça me plaît beaucoup aussi, l'idée de vouloir gagner la bataille des possessions du côté du Jazz. Et la dernière chose que je voulais montrer, c'était un petit peu le edge qui a été plutôt bien réalisé avec, regardez à chaque fois, l'aide du joueur à l'opposé. Donc vous avez le edge sur Harden, surtout qui va sur sa main gauche pour arrêter un peu le drive. Le joueur en bas qui vient gêner le rôle de Zubac et Kessler qui revient pour bloquer le ballon et arrêter l'action. Et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que finalement, ils ont même réussi à faire ça, on va le voir sur l'action suivante, avec Ace Bailey, qui était pourtant vendu un petit peu comme un joueur qui n'avait pas beaucoup de QI basket, surtout en défense. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé. Regardez ici, vous avez le edge du coup sur le pick and roll, et vous avez notre ami Ace Bailey qui va venir taguer le rôle de Zubac juste au bon moment pour l'arrêter, le temps que Kessler revienne se positionner. Du coup, on retire le tir dans le corner et il restait que ce tir-là de disponible. Et Kessler qui fait encore un super taf pour arrêter Zubac. Pas mal. Pas mal. Et Zubac qui ne l'avait pas vu. Zubac qui ne l'avait pas vu, ouais. Et du coup, bah, ça fait des belles actions, ça fait des bonnes défenses, des bonnes attaques. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Et ce que j'ai bien aimé aussi, franchement, du côté du Jazz, c'est... en fait, ils ont beaucoup de très très bons shooters, tu vois. Entre Sansabo, Markkanen, Bailey, on verra, Walter Clayton qui est un shooter nucléaire. Enfin, c'est fou parce que du coup, t'as... oh là là, je vois de quoi on va parler après. Ah merde, j'ai oublié de couper. Mais du coup, t'as dangerosité sur certaines actions, tu vois. Quand par exemple, tu combines deux énormes shooters, bah, en fait, ça prend encore plus de sens, tu vois. Et ça prend encore plus de dangerosité. Par exemple, ils aiment bien combiner Markkanen et Clayton sur soit des empty side pick and roll, soit des pin down. Et bah, soit tu montes sur le shooter à deux et du coup tu laisses un cut, soit tu laisses un tir ouvert. Et ça, franchement, j'aime plutôt pas mal. On le voyait déjà en pré-saison, mais c'est franchement très 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 cool. Quel est ton troisième petit plaisir de ce début de saison, Azad? Alors, du coup, vu que j'avais promis de pas le faire, mais que je le fais quand même pour l'instant, j'écris les 10 takeaways pour le Celtics blog. Et du coup, il y a quand même des Celtics un petit peu. J'ai regardé tous les matchs, donc je me suis dit, ça serait quand même l'occasion d'en parler. Et malgré le fait que le début de saison soit compliqué, j'ai envie de parler d'un type d'écran qui arrive à libérer leurs créateurs de qualité peut-être un peu moyenne pour leur donner de l'espace. Et je me suis dit que c'était un moyen intéressant un petit peu de présenter aussi aux auditeurs comment un simple angle d'écran peut parfois libérer des joueurs et donner un petit temps d'avance à la réception du ballon. Mais alors, quel est cet écran ? Quel est cet écran ? Eh bien, c'est tout simplement un flare screen. Mais alors, qu'est-ce qu'un flare screen ? Eh bien, on va découper cette première action. Ici, vous avez notre ami Jaylen Brown, qui va être un petit peu le sujet de cette partie de vidéo. Et il monte d'abord poser une sorte d'écran. En fait, on retrouve une situation en horns ici, avec un triangle en haut et deux joueurs dans les corners, avec Derrick White. Le premier écran, mais l'écran qui va nous intéresser, c'est celui-ci de Keita. Vous avez un écran, du coup, de ce côté-là, qui vient se poser entre le ballon et le défenseur de Jaylen Brown. Et en fait, Jaylen Brown peut venir dans cette zone du terrain. Et en fait, ça lui permet, à la réception du ballon, d'avoir un temps d'avance. Et souvent, le joueur qui est situé ici, du coup, le défenseur de l'écran, il est rarement positionné très fort à cet endroit-là, parce que le joueur n'avait pas encore le ballon au moment de l'écran. Et du coup, ça permet à ces joueurs-là, qui sont parfois des créateurs, pas d'élite finalement, d'avoir un petit temps d'avance à la réception du ballon. Regardez ici, on retrouve un ghost screen, donc Jaylen Brown vient poser l'écran et vient s'enfuir, et vous voyez directement Keita qui va venir poser l'écran, qui anticipe déjà. Et au moment de la réception de l'écran, vous avez Duren qui était là, genre, bon, moi j'étais venu aider ici à la base parce que ma préoccupation est quand même d'aider sur le ballon, mais il faudrait qu'en plus je puisse aider sur l'écran de Keita pour un joueur qui n'a pas encore le ballon. Mais quel est l'intérêt de venir aider sur un joueur qui n'a pas encore le ballon ? C'est tout le dilemme en fait de ce type d'action. Et à la réception du ballon, vous voyez que Jaylen Brown finalement a pas mal d'espace et il peut en profiter pour attaquer. Là ici il feinte. Et il arrive finalement à créer l'espace suffisant pour aller dans sa zone de tir. Bon, c'est pas une zone de tir que j'apprécie forcément, mais ça fonctionne quand même. Donc, je sais pas si c'est le genre d'action que toi t'avais remarqué un petit peu quand ils ont joué contre les Knicks, mais j'ai trouvé ça intéressant un petit peu cette faculté qu'ils avaient à donner de l'espace à Jaylen Brown grâce à ces écrans pour que finalement,
bah, malgré son decision making un peu moyen, ça lui donne un temps d'avance à la réception du ballon. Bah, dans le match contre les Knicks, il y a un truc aussi qui est marquant, c'est que la défense des Knicks est très très agressive sur les gaps, pour l'instant, sur les stunts. Comparé à l'année dernière, c'est un peu ça qui change. Et c'est la première équipe en termes de fréquence above the break. Donc typiquement, là, le 3 points que prend Jaylen Brown, bah, c'est typiquement cette zone. Donc en plus, il y a eu ce côté où les Knicks ont laissé volontiers ce tir à Boston. Donc ça a pas mal marché. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est des angles qui arrivent souvent, tu vois, dans l'angle mort du défenseur et qui sont du coup beaucoup plus difficiles à naviguer qu'un écran on-ball. Et ça me fait penser, tu vois, aussi aux Nuggets Warriors où bah, tout simplement, je crois que un des gros tirs de Stephen Curry, c'est en fait, au lieu de prendre un pick and roll, bah, il prend un écran qui remonte à l'intérieur, donc un peu un zipper, et du coup, bah, Jokic, il le voit pas venir, il peut pas anticiper, et du coup, tu peux pas faire ton blitz sur Stephen Curry, et ça te libère un tir. Donc j'ai trouvé ça... Enfin, c'est vraiment des angles qui sont... finalement, où il y a peut-être un gros manque à gagner à faire ce genre d'action parce que c'est des positions que les défenseurs n'ont pas trop l'habitude de défendre, quoi. Ouais, et en plus de ça, souvent, le défenseur du poseur d'écran est tout aussi concerné par le ballon que par le joueur sans ballon, C'est et ça, du coup, ça crée un petit avantage. Donc, finalement, c'est un peu pour montrer aussi qu'il existe des outils, comme on a vu avec le 5-out du Jazz juste avant. C'est du 5-out pour aider des joueurs qui sont pas forcément très bons offensivement ou qui n'ont pas toutes les qualités pour être des créateurs, pour quand même créer de l'attaque, malgré bah, l'absence de ces joueurs primaires, de ces créateurs primaires qui sont assez rares à trouver. Ouais, exactement. Donc, Et je m'attendais à ce donc que voilà, tu parles je m'attendais à ce que tu parles d'Hugo Gonzalez quand même. Alors, j'avoue que j'y ai pensé, mais je me suis dit que vu qu'il y aura une vidéo qui sortira sur lui à un moment, c'était pas là. J'attends un peu. Ouais. Mais bien sûr, gros kiff de Hugo Gonzalez. Si on pourra ajouter une vidéo au montage où il fait un pressing tout terrain sur les Knicks, ce sera avec plaisir. Oui, quand ils ont perdu contre les Knicks, oui. Ah bah Parce là, que ils ont perdu. C'est le concept de perdre. Hein. Là, jusqu'à la fin de l'année, le but, c'est d'obtenir Monsieur Darin Peterson. Le vrai numéro 1, le seul et l'unique numéro 1 de cette draft, c'est ça. Et ben, de ce que j'ai vu, ouais, parce que Franchement, j'ai regardé un peu Cameron Boozer, ça avance pas vite quand même, cette affaire là. c'est rigide, on va dire. C'est très rigide. Mais Ouais. Puis ça crée pas beaucoup de décalage avant de prendre des mid-range contestés. Moi, j'avoue que j'en ai déjà un comme ça à la maison. J'en veux pas un deuxième. ouais, et puis Peterson, bref. Le profil physique est assez fou. Il a le shoot. Bref. C'est une discussion pour un autre jour, mais en tout cas, on s'est fait bien plaisir pour ce début de saison à Zad, non? Exactement. On s'est dit que ça pouvait être un format à essayer, donc n'hésitez pas à nous dire, parce que si ça se trouve, nous on a l'impression de se comprendre, mais peut-être qu'on est les seuls, Ouais. qu'on est tous à se comprendre, donc n'hésitez pas à nous faire des retours là-dessus, s'il vous plaît. N'hésitez pas à nous dire si ça vous dit d'en voir d'autres, et puis peut-être avec des invités, pourquoi pas. Et puis ça peut être un format qu'on revoit et qui nous accompagne toute l'année. En tout cas, bah, merci à tous ceux qui arrivent au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à Exactement. nous dire qu'est-ce que vous avez kiffé aussi sur ce début de saison. Et puis nous, on vous dit à très bientôt. Ouais, merci beaucoup. Bisous.